Alors, nous allons démarrer. Je vous rappelle le cadre de ces webinaires. Nous sommes dans le cadre de la plateforme Résilience qui déploie le lien ville-hôpital et notamment qui cherche à faire connaître tous les centres de référence qui prennent en charge les maladies rares afin de faciliter la prise en charge des patients atteints de ces maladies rares et donc de favoriser par là même le lien ville-hôpital. Donc, je suis le docteur Sacomano, je suis médecin vasculaire à Montsartou et je suis le président de l'Union régionale des professionnels de santé médecins libéraux qui représente les 12 000 médecins libéraux de la région PACA. Donc, ces webinaires sont enregistrés, ils sont disponibles sur la plateforme. Et dans le cadre donc, de ces séminaires, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir le docteur Michael Cohen, qui est neurologue, qui est responsable du Centre de retour de ressources et de compétences sur la sclérose en plaques. C'est aussi, et il le redira peut-être lui-même, le responsable du centre de compétences MIRSEM adulte et du centre de compétences Locofrance au CHU de Nice, qui traite justement de ces maladies rares, de la substance blanche du cerveau et de la moelle épinière. Je vais donc lui laisser la parole pour, comme d'habitude, 15-20 minutes de présentation pour que nous gardions 5-10 minutes, là aussi, de questions-réponses en fin de webinaire. Et je vous invite dès à présent à noter vos questions, que ce soit sur le chat, soit à les écrire sur un petit bout de papier pour prendre la parole en fin de présentation. Je laisse donc la parole au Dr Cohen pour sa présentation. Merci à lui. Merci beaucoup. Merci à la plateforme Résilience donc, pour m'avoir invité à faire cette présentation. Donc effectivement, on s'occupe dans nos centres de compétences d'un certain nombre de maladies rares du cerveau et de la moelle épinière et on va aujourd'hui aborder une famille de pathologies qu'on appelle les maladies du spectre NMO et du spectre MOG. Alors, pour essayer de rapprocher ces pathologies, peut-être d'une pathologie un petit peu plus familière pour les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, ce sont donc des pathologies qui se rapprochent, on va dire, de la sclérose en plaques, qui est la maladie auto-immune la plus fréquente qui touche le cerveau et la moelle épinière. Et on se situe donc dans les diagnostics différentiels, dans ce qu'on appelle des formes frontières, c'est-à-dire des formes qui peuvent ressembler à la sclérose en plaques sous un certain nombre d'aspects, mais avec des particularités sur le plan physiopathologique, sur le plan clinique et sur le plan thérapeutique. Et effectivement, c'est un enjeu majeur de bien identifier ces patients parce que eh bien, on veut faire des diagnostics de plus en plus précoces. C'est important de ne pas se tromper car la prise en charge thérapeutique est quand même totalement différente. Donc, même si les maladies se ressemblent, la prise en charge, elle, est très différente entre ces différentes formes. Alors, pour faire un petit peu l'histoire de ces pathologies, on va faire ça sous la forme d'une trilogie. Le premier épisode remonte à la fin du 19e siècle. On doit le début de l'histoire à un neurologue français qui travaillait donc à Lyon, qui est Eugène de Vic, et qui travaillait avec un de ses élèves sur ce qu'il avait appelé à l'époque la neuromyélite optique aiguë, donc neuromyélite optique, NMO, qu'on a longtemps appelé la neuromyélite optique de Vic. Et en fait, à l'époque, ils avaient décrit des patients qui avaient ce qu'ils considéraient comme une sclérose en plaques, mais avec une évolution atypique et très péjorative, puisque très rapidement, ces patients devenaient paraplégiques, ils devenaient aveugles et ils décédaient précocement, notamment d'insuffisance respiratoire par une atteinte diaphragmatique, ce qui était, et ce qui est bien sûr toujours tout à fait inhabituel dans le cadre de la sclérose en plaques. La suite de l'histoire, elle va mettre beaucoup de temps à s'écrire, puisque vous voyez que là, on arrive dans les années 2000, en 2004-2005, avec deux publications importantes d'une équipe britannique, puisque tout d'abord, on a pu découvrir chez ces patients un anticorps spécifique. Alors, dans les maladies auto-immunes, c'est très courant d'identifier des auto-anticorps contre tel ou tel antigène. Nous, dans le cerveau et la moelle épinière, c'était la première fois qu'on découvrait un anticorps, un auto-anticorps spécifique. On a longtemps cherché un auto-anticorps spécifique dans la sclérose en plaques qu'on n'a jamais trouvé. Donc là, c'était la première fois qu'on avait une maladie
avec un auto-anticorps spécifique. Et puis, on a pu également comprendre la cible de cet anticorps, qui est vraiment très important parce qu'il a un rôle physiopathologique important. Et cet anticorps, il s'attaque à un canal ionique qui s'appelle l'aquaporine 4. Et donc, le fait d'avoir compris que cet anticorps touchait, ciblait l'aquaporine 4, ça a permis de beaucoup mieux comprendre le spectre clinique de cette maladie, puisque finalement, on s'est rendu compte que un certain nombre de patients qui avaient des maladies neurologiques inflammatoires atypiques avec des lésions dans les zones riches en aquaporine 4, comme vous voyez, proche des ventricules, du quatrième ventricule, du canal épendymère de la moelle, du corps calleux, eh bien, ces patients avaient également des anticorps anti-aquaporine 4 et on s'est rendu compte que finalement, il ne s'agissait pas vraiment d'une neuromyélite optique, mais il pouvait s'agir dans un certain nombre de cas de manifestations cliniques beaucoup plus variées, d'où le fait qu'on ne parle plus de neuromyélite optique ni même de neuromyélite optique de Vic, mais on parle de spectre, donc en anglais de NMO Spectrum Disorders, parce que, on va y revenir, il y a beaucoup d'autres manifestations cliniques qui peuvent être associées à ces auto-anticorps. Et puis l'épisode 3, il est encore plus récent puisque c'était il y a une dizaine d'années. Initialement, donc, un travail présenté par une équipe japonaise où ils avaient montré sur leur cohorte de patients aquaporine 4. Vous voyez, donc ils avaient une cohorte de 290 patients à peu près. Alors, les anticorps anti-aquaporine 4, bien sûr, on ne les retrouve pas chez tous les patients. Donc, il y avait un petit peu plus de la moitié des patients qui avaient des anticorps anti-aquaporine 4. Mais chez ces patients en bleu négatifs pour les anticorps anti-AQP4, eh bien, ils ont retrouvé dans 26% des cas un autre auto-anticorps, anticorps anti-MOG, qui a permis de définir un deuxième spectre de maladies qui sont les maladies associées aux anticorps anti-MOG. Alors, on a longtemps considéré les maladies associées aux anticorps anti-MOG comme une part des maladies du spectre NMO, puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'il s'agissait de deux pathologies totalement différentes. Voilà, donc la situation actuelle, elle est très schématiquement représentée sur cette diapositive. Alors, bien entendu, en termes d'incidence, la sclérose en plaques reste de loin la maladie la plus fréquente, mais aujourd'hui, maintenant qu'on sait chercher les deux types d'anticorps, on se rend compte que les maladies associées aux anticorps anti-MOG sont en fait beaucoup plus fréquentes que les maladies associées aux anticorps anti-aquaporine 4. Vous voyez au milieu qu'il y a un certain nombre de manifestations qui peuvent être retrouvées dans les deux spectres de pathologie. C'est pour ça que je vous ai dit que pendant longtemps, on a considéré que c'était pas équivalent, mais très proche, notamment les névrites optiques, les atteintes de la moelle épinière, ça sont vraiment les manifestations cardinales, mais également des atteintes dans le tronc cérébral ou des lésions encéphaliques supratentorielles de grande taille, ce qu'on appelle des lésions pseudo-tumorales. Et puis, il y a des manifestations qui sont plus spécifiques du spectre AQP4, notamment l'atteinte de l'area postrema, qui est une atteinte bulbaire postérieure qu'on voit sur la diapositive en haut, que je vais essayer de vous montrer avec le pointeur. Donc, c'est vraiment cette lésion en blanc que vous voyez sur l'IRM, qui peut être responsable de tableaux pseudo-digestifs, avec des tableaux de hoquet incoercible, de vomissement. Parfois des patients qui peuvent être orientés à tort vers des services de gastro-entérologie, et puis des atteintes du diencéphale, comme ici, qui peuvent donner des tableaux, notamment de narcolepsie symptomatique, qu'on peut retrouver également dans ce spectre AQP4. Et puis, il y a des manifestations qui sont, à l'inverse, un petit peu plus spécifiques des MOGAD, avec notamment chez l'enfant des tableaux d'encéphalomyélite aiguë disséminée, donc des atteintes vraiment démyélinisantes très florides, et puis ces tableaux d'encéphalite corticale qui ont été décrits plus récemment, qu'on appelle FLAMES, avec cette atteinte vraiment du cortex, qui peut notamment se manifester par de l'épilepsie. Voilà, donc vous voyez que le spectre maintenant est assez vaste, qu'il y a une vraie distinction entre les MOGAD et les maladies liées aux AQP4, avec des points communs sur le plan sémiologique, mais ça va vraiment s'arrêter au niveau de la sémiologie. Il existe aujourd'hui des critères diagnostiques pour ces deux spectres. Alors, on ne va pas passer beaucoup de temps sur cette diapositive parce que ce n'est pas l'intérêt, mais bien entendu, on a aujourd'hui des critères diagnostiques. L'élément central, c'est la détection de l'auto-anticorps, mais également avec parfois la nécessité d'avoir des critères additionnels selon que le tableau clinique est typique
ou non. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, il s'agit de deux pathologies totalement distinctes. Alors, comment est-ce qu'on arrive au diagnostic? On va revoir les principales manifestations cliniques. Ensuite, on parlera un petit peu de thérapeutique et puis on va terminer en parlant du parcours de soins. Alors, comme je vous l'ai dit, vraiment, les manifestations cardinales sont les myélites et les névrites optiques. Donc, on va passer un petit peu de temps sur ces deux manifestations. Alors, les myélites sont des myélites sévères. Vous allez voir que d'une manière générale, on a un caractère sévère, extensif dans ces pathologies. Donc, par rapport à ce que l'on voit dans la sclérose en plaques, il s'agit de myélites qui sont souvent plus sévères à la phase aiguë, ce qu'on appelle des myélites transverses extensives. Extensives, ça veut dire que si on compte la taille de l'hypersignal à l'IRM et que l'on compte en se basant sur les corps vertébraux, on va avoir plus de 3 segments vertébraux généralement qui sont atteints, comme vous voyez ici. Et si on regarde dans le plan axial, on a plus de 50% de la surface de la moelle qui est touchée. Et ça, c'est la définition d'une myélite transverse. Donc, le tableau clinique est souvent sévère, comme vous vous en doutez, avec des tableaux de paraparésie sévère ou de paraplégie, des troubles urinaires, donc des rétentions d'urine. Il peut y avoir aussi plus fréquemment que dans la sclérose en plaques des spasmes toniques et douloureux, notamment au niveau du tronc, avec des tableaux qui vont s'installer de manière un peu subaiguë, pseudo-vasculaire, parce que alors, ce ne sera pas une installation brutale comme un AVC, mais ça peut s'installer de manière très rapide, contrairement à une poussée de sclérose en plaques qui va s'installer sur quelques jours. Ce n'est pas forcément simple quand on a un patient qui a une myélite transverse extensive de savoir s'il s'agit d'une MOGAD ou d'un AQP4. Il y a quelques éléments sémiologiques. Dans les AQP4, on décrit ces lésions brillantes qu'on appelle donc les bright spotty lesions qui sont vraiment, alors non pas sensibles parce qu'on a beaucoup de faux négatifs, mais très spécifiques, avec ces lésions vraiment très intenses en T2, qui sont plus intenses que le LCR. Et puis à l'inverse, dans la MOGAD, on va avoir ce qu'on appelle une atteinte prédominante au niveau de la substance grise, et ce qui est décrit comme le signe du H, parce que, comme vous le savez, la substance grise, ça a la forme d'un papillon sur les coupes axiales, et on a cet hypersignal qui va donner ce signe du H. Mais encore une fois, en pratique, ce n'est pas toujours simple de prédire quel va être le diagnostic final chez un patient qui a une myélite. Pour les névrites optiques, c'est pareil. Alors, l'imagerie a beaucoup progressé sur le nerf optique. On peut faire des IRM du nerf optique de très bonne qualité. Il est vrai que dans les pathologies du spectre NMO, on va plus volontiers observer des atteintes postérieures du nerf optique, voire même une atteinte du chiasma et des bandelettes optiques, donc des structures rétrochiasmatiques. Dans les MOGAD, on aura plus volontiers des atteintes antérieures, bilatérales, voire une atteinte de la gaine du nerf optique, donc ce qu'on appelle une périnévrite optique. Mais encore une fois, quand on a un patient qui a une névrite optique, ce n'est pas toujours simple de dire dès le départ si le diagnostic final sera AQP4 ou MOG, voire même sclérose en plaques. Voilà quelques exemples de lésions encéphaliques que l'on peut avoir dans ces pathologies. Donc là, vous voyez que c'est beaucoup plus difficile de faire la distinction entre les deux. On a des lésions supratentorielles de grande taille dans les deux pathologies, comme ici ou là. Et puis, on peut avoir des lésions dans le tronc cérébral. Bon, le diencéphale, on l'a dit, c'est plutôt évocateur des AQP4, tout comme l'area post-schéma ici. Mais le tronc cérébral, finalement, ça peut se voir également dans les deux pathologies. Là, c'est du côté AQP4, mais on aurait pu avoir des images assez similaires, comme là dans le mésencéphale, par exemple, du côté des MOGAD. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps non plus là-dessus, mais simplement pour vous dire que un enjeu majeur aussi, c'est la technique de détection des anticorps. On a tendance à se baser sur le résultat du laboratoire sans trop regarder quelle a été la technique de détection des anticorps. Il y a une technique de référence qu'on appelle les techniques cell-based assay, donc sur échantillons cellulaires, qui sont les techniques de référence. Si vous avez d'autres techniques, notamment ELISA, eh bien, vous avez un risque soit de faux négatifs, soit de faux positifs. Et donc, c'est très difficile de se baser sur ce type de résultats. Le laboratoire de référence en immunologie ici en France, c'est à Lyon. On développe la technique également au CHU de Nice. Il y a quelques laboratoires en France qui ont adopté également cette technique. Mais voilà, c'est un enjeu vraiment très important. Ça ne sert à rien de faire une ordonnance pour que le patient fasse le prélèvement en ville parce que le résultat ne sera pas fiable. Sur le plan thérapeutique,
Bien, s'il faut retenir quelque chose, c'est que le traitement de ces pathologies est une urgence. Et vraiment une urgence, alors non pas en termes de minutes comme on peut, ou en termes d'heures comme dans un AVC, mais en termes de jours. Donc c'est vrai que dans une sclérose en plaques, on a souvent tendance à dire aux patients que normalement ils ne doivent pas aller aux urgences, hein, même s'ils pensent être en poussée, parce que ça peut toujours attendre 24-48 heures. Là, on est dans une situation quand même où il ne faut pas attendre trop longtemps parce que plus le traitement de phase aiguë va être mis en place tardivement et plus le pronostic va être réservé. Le traitement de phase aiguë repose sur des corticoïdes à très haute dose. Donc, vous savez qu'on fait des bolus de corticoïdes dans les maladies inflammatoires, 1 gramme par jour. Dans ce type de pathologie, ça va être le plus souvent sur 5 jours, voire plus. Et puis, le traitement de phase aiguë également de choix, ce sont les échanges plasmatiques. Et il y a des études que je ne vais pas vous détailler, mais qui montrent que chaque jour passé sans échange plasmatique va avoir un impact significatif sur le handicap. Donc voilà, comme on le dit dans l'AVC, time is brain, il ne faut pas perdre de temps dans ce genre de situation. Pour l'hémogade, donc dans le cadre où le diagnostic serait déjà connu, on peut également avoir recours en phase aiguë aux immunoglobulines intraveineuses. Parfois, c'est un petit peu plus facile d'accès, notamment que les échanges plasmatiques. Il y a des études qui ont montré l'efficacité de ce traitement. Et puis, on va avoir également plus souvent recours à un traitement par corticoïdes oraux en relais, 1 mg kg, donc plus classique, hein, pour prévenir le risque de rechute précoce dans l'hémogade. Ça, c'est quelque chose qui se fait maintenant de manière quasi consensuelle dans tous les centres qui s'occupent de ce type de pathologie. En termes de traitement de fond, ce qui est important, c'est de savoir que jusqu'à très récemment, il n'y avait aucun traitement spécifique qui disposait d'une AMM dans ces pathologies. La situation a quand même bien évolué. Alors, pour les maladies du spectre de l'AQP4, on a très longtemps utilisé des traitements hors AMM qui fonctionnent quand même globalement très bien, et en particulier une classe de traitement qu'on utilise toujours beaucoup, qui sont les anti-CD20, donc le rituximab, qui a une efficacité vraiment très élevée dans ce type de pathologie. Et ça, c'est très important. Ça a quand même radicalement modifié le pronostic, hein. Je vous ai dit au début que c'était des patients qui avaient une mortalité précoce. Aujourd'hui, on ne voit plus ça, heureusement, grâce au traitement immunosuppresseur. Et puis récemment, sur ces dernières années, on a vu apparaître des nouvelles classes thérapeutiques et des molécules qui ont pu disposer d'AMM suite à des essais de phase 3 randomisés menés méthodologiquement dans les standards actuels, avec 3 classes thérapeutiques, les traitements qui sont dirigés contre la fraction C5 du complément, notamment l'éculizumab et le ravulizumab, les traitements dirigés contre le récepteur soluble de l'interleukine 6, comme le satralizumab, et les traitements anti-CD19, alors qui sont les plus proches des anti-CD20. L'anti-CD19, c'est un petit peu pareil, mais on cible une gamme un petit peu plus large de cellules dans la famille, dans la lignée B, et la molécule s'appelle inebilizumab. Voilà, donc aujourd'hui, on a des molécules avec une AMM qui peuvent être utilisées. Alors, les AMM ont été délivrées pour la plupart en seconde intention, quand il y a un échec des traitements immunosuppresseurs classiques, mais en réunion de concertation, il peut, au cas par cas, être décidé d'avoir recours à ces traitements, y compris en première intention, si on estime que c'est nécessaire. Pour les MOGAD, c'est un petit peu différent. Parce que l'enjeu essentiel de la MOGAD, c'est de prévenir un risque de rechute précoce. C'est-à-dire qu'il y a un risque de rechute précoce, on va dire, dans les 3 à 6 premiers mois, donc un risque de refaire une poussée, qu'on gère actuellement en donnant des corticoïdes oraux 1 mg kg sur environ 3 mois. Mais le risque de rechute tardive, lui, est beaucoup plus faible. On observe en fait un pronostic, une fois qu'on a passé le cap de la poussée, finalement, qui est souvent meilleur chez les patients MOGAD. Et donc, il n'y a pas de guidelines aujourd'hui pour mettre en place de manière systématique un traitement immunosuppresseur. C'est un petit peu au cas par cas, c'est un petit peu en fonction des séquelles que le patient a pu avoir. Souvent, les patients n'ont pas de séquelles de leur poussée, donc c'est paradoxal. La poussée est très sévère, mais elle laisse très peu de séquelles. Et donc, on peut très bien décider de surveiller les patients.
mais parfois on peut aussi avoir recours à des immunosuppresseurs oraux non spécifiques. Il y a un PHRC national qui est coordonné par le CHU de Lyon, qui est en cours, qui s'appelle Mogwai, qui justement évalue l'intérêt de l'azatioprine versus placebo. Donc chez des patients qui ont fait une première poussée de Mogad. Et puis il y a des essais thérapeutiques également et des données avec les anti-IL-6 récepteurs et avec les immunoglobulines intraveineuses qu'on peut utiliser également au long cours pour la prévention des rechutes tardives. Voilà, pour finir, quelques mots sur le parcours de soins, puisque c'est également le sujet du webinaire. Alors, il faut savoir que bien, depuis le diagnostic jusqu'à la mise en place des traitements, le suivi des patients, c'est important effectivement d'adresser ces patients dans les structures expertes. Alors, on a en France un observatoire pour les maladies inflammatoires démyélinisantes du cerveau et de la moelle épinière qui s'appelle l'OFSEP, l'Observatoire français de la sclérose en plaques. Et au sein de cet observatoire, il y a des cohortes prioritaires. Et les cohortes NMO et MOGAD font partie de ces cohortes prioritaires. Il y a un groupe expert qui s'appelle le groupe expert Nomanmus, coordonné donc par le professeur Romain Marinier à Lyon, qui a vraiment pour objectif de collecter des données et de coordonner la recherche autour de ces pathologies. Il est important, quand on prend en charge ce type de patient, d'avoir un accès rapide aux examens diagnostiques. Donc, on a parlé de la détection des anticorps par une technique de référence, d'avoir un accès rapide aux échanges plasmatiques, d'avoir la possibilité d'administrer, de suivre des traitements immunosuppresseurs et des biothérapies. Et puis, il faut mettre également l'accent sur la multidisciplinarité, puisque bon, vous avez vu qu'il y a beaucoup de situations où la porte d'entrée, c'est une névrite optique. Donc, il y a une collaboration très importante avec nos collègues ophtalmologues qui est en place et qu'il faut entretenir. Et puis des situations plus rares. Je vous ai parlé notamment voilà, de patients qui pouvaient être à tort adressés sur des services de gastro-entérologie ou de patients qui sont parfois hospitalisés en réanimation sur des tableaux d'encéphalite, encéphalomyélite très sévère. Où bien sûr il faut sensibiliser nos collègues également à ces diagnostics qui sont rares mais qu'il ne faut pas rater, d'autant qu'il y a des traitements spécifiques à mettre en œuvre qui peuvent avoir un impact important sur le pronostic. La société savante dédiée à la sclérose en plaques, donc la SFCEP, établit tous les ans des recommandations avec une thématique qui change chaque année. Et maintenant, il est devenu coutume depuis plusieurs années que ces recommandations englobent les maladies du spectre NMO et des MOGAD. Donc, vous pouvez vous rendre sur le site de la Société francophone de la sclérose en plaques pour retrouver un certain nombre de recommandations de prise en charge, notamment vis-à-vis des risques thérapeutiques. Donc la gestion des risques infectieux, les vaccinations qui doivent être proposées aux patients, etc. La gestion également de situations comme le désir de grossesse, puisque on traite des sujets, on traite des patients qui sont jeunes, qui sont souvent aux alentours de 20-30 ans et avec une prédominance féminine. Et puis il y a deux PNDS, un PNDS qui a été mis à jour, vous voyez, très récemment pour les maladies du spectre de la neuromyélite optique, et puis un PNDS un tout petit peu plus ancien de 2022 pour les MOGAD. Le groupe NIRSEM organise également une RCP nationale tous les mois qui se tient en ligne sur la plateforme Rofim avec à la fois donc une visée diagnostique pour des dossiers complexes et des avis thérapeutiques pour pouvoir optimiser la prise en charge de ces patients. Voilà, je vous remercie et je suis disponible pour toute question. Je vous ai également mis les adresses internet du groupe NIRSEM et du groupe Nomanmus sur le site de l'OFSEP. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mickaël, pour cette présentation. Alors, comme d'habitude, on se laisse un petit temps de questions-réponses. Donc, c'est à vous de prendre la parole ou de poser les questions sur directement le chat. En attendant que vous vous manifestiez, moi, j'ai peut-être juste une question sur la prise en charge. Donc, on a vu que c'était souvent quelque chose de complexe qui peut se manifester par un tableau très bruyant. Quand ça n'est pas le cas ou après le tableau bruyant, comment se passe la coopération? Est-ce que ça reste un petit peu suivi au CHU? Est-ce qu'il y a un relais qui se fait par les neurologues en ville ou par les médecins traitants? Comment ça se passe cette coopération?
Alors nous, on fonctionne beaucoup, il y a effectivement une relation ville-hôpital très importante dans notre centre, dans notre fonctionnement. La plupart des patients ont un neurologue traitant en ville et viennent chez nous à titre de recours ou pour avoir leur traitement de fond qui, pour certains, doivent s'administrer en milieu hospitalier. Donc oui, oui, bien sûr que la collaboration avec la ville existe dans ce type de situation, non seulement avec le neurologue, mais on l'a dit également avec les ophtalmos, avec le médecin traitant, bien sûr, parce que quand on parle de traitement immunosuppresseur, on a souvent besoin, voilà, d'optimiser les risques infectieux, on parle de vaccination, on a besoin de réorienter les patients vers leur médecin traitant pour gérer ce type de choses. Donc oui, oui, bien sûr, il y a une grande collaboration et c'est très important d'insister sur ce point, oui. Merci. Y a-t-il des questions? Alors Pour juste, l'instant, il n'y a pas de questions. Ah. voilà, si jamais il y a des questions dans le chat, dites-le moi parce que moi, j'ai pas accès au chat, mais voilà. Non, il n'y a pas de questions dans le chat. Moi, j'avais la même question par rapport au rôle en fait de la médecine de ville après le diagnostic, parce que là, si je comprends bien, le diagnostic se fait vraiment obligatoirement à l'hôpital. Ça ne peut pas se faire ailleurs ou par des centres spécialisés. Alors voilà, disons que le diagnostic se fait par des équipes spécialisées qui vont avoir un accès aux plateformes nécessaires dont on a parlé. Oui, sur cette partie-là, alors je dis pas forcément au CHU ou dans un centre expert, mais au moins par une équipe qui est habituée à gérer ce type de pathologie. Après, pour le suivi, c'est quelque chose de totalement différent, effectivement. Il y avait, vous disiez que c'était extrêmement important que le patient soit pris en charge rapidement s'il y a Mhm. s'il est en phase aiguë, si je dis pas de bêtises, c'est ça? C'est le Oui, mot tout à exact. fait. La question, c'est est-ce que, par exemple, les patients, quand vous les prenez en charge, ils ont une carte d'urgence qui explique à la personne qui les prend en charge que, en fait, dans cette situation, il faut procéder de telle manière? Est-ce qu'il y a une ligne d'urgence, en fait, vers votre centre quand ils arrivent aux urgences? Comment ça se passe? Voilà, c'est des questions comme ça. Bah, disons que, alors, sur le CHU, effectivement, ça fonctionne relativement bien avec les collègues urgentistes qui peuvent nous joindre. Après, on donne toutes les consignes aux patients. Alors, il n'y a pas de carte officielle. Enfin, c'est vrai qu'il n'y a pas de documentation officielle qui existe qu'on remet aux patients, mais l'éducation thérapeutique est très, très importante, hein. Donc, on explique bien aux patients et aux proches toutes ces consignes et la conduite à adopter en cas de suspicion de poussée. Alors, il est vrai que, fort heureusement, je dirais, une fois que le diagnostic est posé aujourd'hui, les patients sont traités, donc le risque d'avoir des récurrences aujourd'hui est très faible. Mais malgré tout, on explique ça aux patients. Ouais. Bien. Pour moi, c'est bon. Je pense que c'était très, très clair. Exactement. Alors, il ne me semble pas qu'il y ait de questions dans le chat. Donc, on fait un dernier rappel à questions. Juste une question, moi, ce qui me vient, pardon, je suis vraiment désolée, rapide, hein. Est-ce que vous avez constaté, parce que quand même, c'est des maladies qui sont assez complexes, est-ce que vous avez constaté qu'il y a une errance diagnostique, en fait, de ces patients-là avant qu'ils arrivent sur votre centre? Alors, heureusement, je dirais de moins en moins parce qu'aujourd'hui, les ophtalmos sont très informés, on va dire, sur ces pathologies. Les neurologues le sont également. Les radiologues sont aussi quand même assez habitués à alerter à partir du moment où ils voient une myélite extensive, quelque chose de très inhabituel. Donc, il y a de moins en moins d'errance. Il y a toujours des tableaux vraiment exceptionnels, on va dire, où ça peut être un petit peu plus compliqué. Mais voilà, d'une façon générale, non. Heureusement, on ne voit pas de patients qui errent pendant des semaines avant d'arriver chez nous. Bien, merci. Eh bien, peut-être que nous allons terminer sur cette note optimiste sur la prise en charge.
Comme d'habitude, ce webinaire sera retrouvé sur la plateforme et Sabia se chargera de nous tenir au courant. Un très grand merci au Dr Cohen pour la précision de sa présentation, à toute l'équipe de Résilience pour la mise en place de ces webinaires. Et je vous souhaite une excellente journée en attendant notre prochain webinaire. Très belle journée à tous. Merci, au revoir. Merci à Au tous. revoir. Merci.